Bonjour tout le monde, vous me recevez? Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de tenir les webinaires en français de manière régulière. Donc, nous tenons à remercier tous les invités pour leur soutien permanent et d'assister à ces webinaires qui sont importants pour le monde francophone. Je vous rappelle c'est une initiative dont si le nombre de participants continue à grandir tout le temps, donc c'est un bon argument pour le monde francophone de demander encore plus de webinaires. Et donc, dans ce sens, nous remercions beaucoup la Ligue internationale contre l'épilepsie, ainsi que les ligues africaines et puis du Moyen-Orient qui encouragent ces initiatives. Aujourd'hui, le thème dont nous allons discuter est très important. Il s'agit de l'EEG dans les soins intensifs. Nous savons que l'EEG est compliqué et surtout quand c'est dans les soins intensifs, il y a beaucoup d'artefacts dus à beaucoup d'éléments, que ce soit l'environnement, que ce soit les médicaments, que ce soit les sondes. Donc, tout cela rend l'interprétation de l'EEG très difficile. Et nous savons également que l'EEG ou bien la neuromonitoring est en train de prendre beaucoup d'ampleur au niveau de nos pratiques, que ce soit dans les salles d'opération, que ce soit en réanimation, en soins intensifs. De plus en plus, la neuromonitoring prend de l'ampleur. Donc, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir donc une personnalité qui s'y connaît beaucoup. Il s'agit donc du professeur Belenoir Mesraoud, qui est algérien d'origine après son doctorat. Et donc, il est parti en Belgique, où il a fait son résidenat. Ensuite, il a fait un fellowship au Royaume-Uni. Ensuite, une formation en épilepsie et en EEG monitorage continue à Zurich. Et actuellement, il est au Qatar, où il est praticien hospitalier et en même temps, il est enseignant, donc il est chargé du résidenat, avec une grande expérience dans le monde de l'épileptologie, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc un professeur qui va nous présenter ce webinaire sur le profil EEG périodique dans les unités de soins intensifs. Définition, reconnaissance et signification clinique. Donc, professeur, si vous m'entendez, vous avez la parole. Et nous rappelons à l'auditoire donc qu'ils peuvent poser leurs questions au niveau du chat. Donc, le professeur va répondre à la fin de sa présentation. Donc, nous remercions encore les collègues. Donc, et bonne présentation, professeur. Voilà. Bonsoir tout le monde et merci professeur Djibril pour cette nice introduction. Voilà. Donc, comme a dit le professeur Djibril, je vais parler ce soir des profils EEG périodiques qui sont fréquemment rencontrés dans les unités de soins intensifs. Et vous savez, dans les unités des soins intensifs, il y a des patients avec une altération de la conscience et on peut voir beaucoup de choses dans ces EEG. Surtout si les EEG s'étendent et pour quelques heures ou quelques jours. Donc, je vais donner un peu la définition, la reconnaissance de ces modèles ou de ces décharges, bien qu'elles ne soient pas foncièrement épileptogènes, et aussi leur signification clinique. Donc, je n'ai absolument rien à déclarer. Voici un peu les grandes lignes. Avant d'entamer un tel sujet, donc il faut parler de la surveillance EEG continue, c'est-à-dire, ou ce qu'on appelle en anglais, l'EEG monitoring.
parce que vous n'allez pas voir ces profils dans les IEG de routine, mais dans les unités de soins intensifs. Je vais aussi donner la définition et décrire un peu quels sont ces profils EIG périodiques, et je vais aussi parler de quelque chose de très important qui a été décrit plus ou moins récemment, mais il s'agit de l'ictal et interictal continuum auquel appartiennent toutes ces modèles, soit épileptiques ou non. Et enfin, je vais commencer à parler de traitement de tels modèles dans les unités de soins intensifs. Donc, pardon, oui, ça ne marche pas. Ouais. Donc, quel patient devrait bénéficier d'une surveillance EIG? Ce sont les patients avec un état mental pas normal, absolument, ou alors des patients qui montrent un EIG avec des charges épileptiques plus ou moins, avec des réponses ou non aux anticonvulsivants. Et j'ai des patients aussi, des troubles de la conscience, les lésions comme par exemple les lésions cérébrales aiguës, des patients malades en soins intensifs depuis longtemps ou sans aucune cause connue. Vous savez que les critères d'EEG continu pour l'état de mal non épileptique, c'est les patients avec une confusion, une léthargie inexpliquée, des états confusionnels, une léthargie persistante ou de nouveaux changements psychomoteurs ou comportementaux chez les patients psychiatriques, ou alors chez les patients comateux en soins intensifs, ou alors confusion après un sévrage des benzodiazépines et un tas d'autres choses, évidemment. L'enregistrement de l'EIG continu prend des heures ou même des jours. L'enregistrement EIG continu s'est avéré très utile dans l'évaluation des patients présentant des troubles de la conscience dans divers contextes cliniques. Et ça a été très bien démontré, l'EIG continu ou l'enregistrement EIG continu est supérieur à l'enregistrement d'EIG en urgence ou de routine de 45 minutes à 1 heure. Les crises non convulsives et l'état de mal non convulsif sont fréquentes chez les patients en soins intensifs avec des encéphalopathies, même en l'absence de lésion cérébrale, et ils ne peuvent être détectés qu'avec un EIG continu, bien sûr. Donc, pourquoi une telle une surveillance EIG continue? Eh bien, c'est pour détecter les anomalies EIG qui s'y trouvent aux soins intensifs, mais aussi les crises non convulsives et l'état de mal non convulsif. Il faut gérer et traiter ces crises non convulsives et cet état de mal non convulsif avec un traitement en temps opportun, un traitement anticonvulsant, bien sûr, prévenir l'état de mal réfractaire non convulsif, contrôler les coûts en réanimation, parce que l'état de mal non convulsif réfractaire et qui est par définition qui dure 60 minutes et avec un échec de 2 anti-épileptiques, si vous voulez, est associé à des taux élevés de complications hospitalières et un long séjour, ce qui augmente le coût. En résumé, donc, il est impératif de diagnostiquer et de traiter les patients atteints de crises non convulsives ou d'états de mal non convulsifs
avec, évidemment, qui augmente avec la durée de l'affection et de l'hospitalisation. Voilà, donc maintenant, je vais parler de ces profils EIG périodiques qu'on voit souvent aux unités de soins intensifs chez des malades qui ont une perturbation de l'état de conscience. Donc, je vais décrire brièvement les décharges périodiques latéralisées, ensuite les décharges périodiques généralisées, ensuite les décharges périodiques indépendantes bilatérales, les cirripides, qui sont en général des décharges rythmiques périodiques ou critiques induites par un stimuli lors de l'enregistrement EIG. Il y a aussi d'autres modèles rythmiques qui sont l'activité delta rythmique généralisée ou alors l'activité delta rythmique latéralisée et finalement les brèves décharges rythmiques potentiellement critiques. Voici. Donc, cette diapo nous montre quelque chose d'important. C'est quoi? C'est une répétition, c'est une décharge répétitive, plus ou moins périodique, plus ou moins parce que survenant à temps égal, plus ou moins périodique, et n'affectant qu'un seul hémisphère, c'est l'hémisphère gauche. Il y a avec le fond est pratiquement, le fond EIG est pratiquement plat, ou alors avec des ondes delta avec très peu de voltage, et ça continue comme ça. Par contre, dans l'hémisphère droit, vous n'avez pas grand-chose à part le bruit de fond et peut-être une activité alpha aussi. Voilà. Donc, ceci s'appelle, donc, on qualifie ceci comme des décharges périodiques latéralisées. Et elles sont souvent rencontrées dans les enregistrements EIG des unités des soins intensifs. Voici donc un patient, un homme de... pardon. Sorry, I have some technical problem here with the... Ouais. S'il vous plaît, professeur, vous pouvez profiter pour rapprocher le micro de votre pour parler. Vous ne m'entendez pas bien? Voilà, c'est bon maintenant, c'est mieux comme ça. Voilà. Non, j'ai des problèmes ici de screen, hein? Voilà. Je ne vois pas bien mon screen là. OK, non, pas de problème. Donc, je vais essayer de voir un peu ce qui se passe là. Alors, voilà. Donc, nous avons parlé de décharge périodique latéralisée. Ici, c'est aussi une autre décharge périodique latéralisée chez un homme de 64 ans présentant un infarctus aigu de la cérébrale moyenne, MCA, ou la cérébrale moyenne gauche, et des mouvements stéréotypés à droite. Donc, en général, dans les accidents ischémiques, on voit souvent ces modèles ou ces décharges périodiques latéralisées dans la région de l'ischémie et qui souvent se traduisent par des mouvements stéréotypés, épileptiques, si vous voulez, du côté opposé. Et donc, c'est très important. Donc, ces mouvements, ces décharges sont épileptogéniques et il faut donc se presser pour les traiter. Alors, les décharges, les caractéristiques des décharges électriques latéralisées sont des décharges stéréotypées, répétitives, se reproduisent périodiquement à intervalles réguliers entre 0,5 et 3 Hz.
Elles sont largement latéralisées sur un hémisphère, surtout dans les zones paragitales et temporales, mais le plus important, c'est qu'elles sont au maximum au niveau de la lésion focale, cérébrale focale. Elles sont, comme vous l'avez vu, elles sont sharp, pointues, d'apparence généralement épileptiforme, et c'est un complexe d'ondes allant de 50 à 300 microvolts d'amplitude. Ce sont parfois des ondes émoussées qui se reproduisent de façon périodique et stéréotypée. Elles sont associées à un dysfonctionnement électroencéphalique cérébral homolatéral et un ralentissement focal ou de perte du rythme dominant postérieur. Elles sont associées, ces décharges latéralisées sont associées à un risque accru de crise. Elles ont une signification clinique, bien sûr. La prise en charge des LPD est controversée. Il y a des gens qui les traitent, il y a des gens qui ne les traitent pas. Surtout chez les gens, chez les patients comateux. On va parler de ça plus tard. Les décharges latéralisées sont décrites comme un état instable, potentiellement épileptogène. Il fait partie, donc, où le modèle des décharges latéralisées font partie du continuum critique, intercritique, or ictal, interictal, dont je vais parler plus loin. L'épidémiologie, la fréquence de ces décharges latéralisées continues est de 6,2 à almost 9%. Ray et collaborateurs ont décrit les LPD chez 47% des patients en soins intensifs. Les décharges létalisées, les modèles les plus fréquemment observés chez les patients dans les unités de soins intensifs. Elles sont souvent accompagnées d'un déficit neurologique focal et elles sont bien sûr souvent associées à des degrés différents d'altération de la conscience chez les patients. Les causes de ces décharges latéralisées sont évidemment en premier lieu l'AVC ischémique, l'accident vasculaire ischémique, ou alors une encéphalopathie virale, ou alors des tumeurs, une hémorragie intracérébrale, l'encéphalopathie annexique après un arrêt cardiaque, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les syndromes d'encéphalopathie postérieure réversible comme le PRES, la migraine, et même des encéphalopathies médicontriales comme le MELAS. Le plus souvent, la matière grise corticale ou lésions sous-corticales de la substance grise et blanche. Elles sont décrites là-bas. Ou alors, elles font partie de la lésion de la substance blanche sous-corticale et pas la substance grise. Mais 25 à 33%, chez 25 à 33% des patients hospitalisés, donc en unité intensive, l'IRM ou alors le CT scan ne montre aucune anomalie structurelle. Donc, ce sont des LPD idiopathiques, si vous voulez. La signification. Que signifient ces décharges périodiques latéralisées? Il y en a qui pensent que c'est un phénomène EEG transitoire suite à une atteinte neurologique aiguë, puisqu'elles disparaissent quelquefois en quelques jours ou semaines, ou alors c'est peut-être un phénomène chronique associé à l'épilepsie. On a retrouvé les décharges épileptiques latéralisées chez 5 à 30% des patients ayant des antécédents d'épilepsie, ou alors chez des patients des antécédents de lésions cérébrales et une épilepsie, et aussi chez des patients présentant des lésions structurelles et une épilepsie symptomatique. Donc, ce n'est pas
aussi facile que ça, et ce n'est certainement pas un phénomène EEG transitoire suite à une atteinte neurologique aiguë. Et je crois qu'il joue un rôle beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'il en est des décharges latéralisées et de les crises épileptiques? Comme on vient de le voir, les crises cliniques sont très fréquentes chez les patients atteints de décharges électriques latéralisées. Les crises motrices focales sont les plus fréquentes. Les crises antérieures ou concomitantes c'est-à-dire aux décharges latéralisées. Il y a aussi un risque de développer des crises épileptiques ultérieures qui sont rapportées de 10 à 56% si on a souffert ou on a présenté pendant l'hospitalisation donc des décharges latéralisées. Elles sont fortement associées aux crises non convulsives. 40% ont été reportés par Klassen. Nous avons reporté aussi en 2017 un peu moins, 27 à 28%. La fréquence des LPD est corrélée au risque de crise. Évidemment, plus les LPD ont une fréquence élevée, par exemple avec une fréquence de 2 Hz ou plus, qu'il y a 66% de crise et un peu moins, 40% avec 1 Hz. Les LPD ou les décharges électriques donc latéralisées sont associées à des taux de mortalité élevés. Ils sont des prédicteurs indépendants de mauvais pronostics et accompagnés évidemment d'une morbidité grave ou de décès des patients. Ils sont aussi prédicteurs indépendants de mauvais pronostics chez les patients qui ont une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie intracérébrale ou les malades chroniques des unités de soins intensifs. Ils ont une morphologie complexe. Ceci est évidemment. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que les LPD+? Les décharges latéralisées plus ont une morphologie plus complexe, une décharge prolongée d'apparition critique avec d'autres ondes ou d'autres activités surimposées, comme les activités rapides, et on l'appelle là, donc ça c'est LPD plus F, en anglais c'est fast activité, ou activité rythmique superimposée, c'est-à-dire des LPD plus R pour rythmique, ou les deux à la fois, donc des décharges électriques latéralisées, plus F pour fast activité rapide et R pour rythmique activité. En général, ils ont une rapide répétition à plus de 2 Hz et ils sont fortement associés aux crises cliniques. Voici un LPD plus. Généralement, vous n'avez qu'une seule décharge pour les LPD, mais celle-ci comprend 2 décharges et elles sont, comme vous voyez, très périodiques. Donc, ceci augmente l'épileptogénité de ces décharges. Et très certainement, il faut traiter ces décharges électriques. Voici aussi d'autres. Voilà. Voici aussi d'autres décharges électriques, donc latéralisées, sur l'hémisphère droit, donc. C'est l'hémisphère droit. Elles sont pointues comme des pointes d'onde et sont donc très épileptogéniques aussi.
Sorry, hein. Voici encore d'autres décharges épileptiques latéralisées, plus avec avec des activités, avec une activité rapide, comme vous voyez au milieu de la dia, il y a des décharges plus une activité très rapide superimposée. Ceux-ci sont donc pas des décharges normales ou fréquentes, mais des charges assez spéciales avec portant une épileptogénité très importante. Voici d'autres plus importantes décharges, ce sont des LPD plus R, plus rythmiques. Comme vous pouvez le constater ici à droite, au niveau du cerveau. Donc, ce sont bien des décharges rythmiques latéralisées, comme vous voyez, mais elles sont associées à une activité delta. Elles sont activité delta, ce qu'il n'y a pas au niveau de l'hémisphère gauche, ce qui fait d'eux des décharges rythmiques latéralisées plus une autre rythmicité, une rythmicité delta au niveau de l'hémisphère droit. Voici donc d'autres décharges rythmiques latéralisées dans un côté du cerveau, mais ceci change de fréquence et très probablement aussi de forme aussi. Elles ont moins de voltage ici et elles ont une fréquence. Donc, on dit ce sont des décharges fluctuantes en évolution et donc celles-ci peuvent induire une épilepsie ou ou alors une crise non convulsive. Voici un exemple de décharge périodique latéralisée de l'hémisphère gauche à une fréquence de 1 Hz chez un patient ayant subi un accident vasculaire cérébral hémorragique dans la région frontotemporale gauche. Voici ce qui va se passer. Donc, quelques temps plus tard, vous allez voir que cette décharge va se disséminer pour atteindre l'autre côté de l'hémisphère et carrément une généralisation secondaire pour tout l'hémisphère. Donc, il faut se méfier de ces décharges latéralisées et les suivre, les monitorer, les suivre par un EEG continu pour ne pas que le patient soit dans un état de mal non convulsif et qu'on ne s'en rende pas compte. Est-ce que le LPD est un modèle critique épileptogène, si vous voulez? L'important, comment les LPD, comment doivent-on gérer et traiter les LPD? Est-ce un état de mal épileptique partiel, un état instable activé dans un continuum critique, intercritique, dont je vais parler plus tard, ou un modèle c'est un modèle critique lorsqu'il est associé à un corrélat clinique, lorsqu'il est accompagné de crises chroniques focales contralatérales ou une épilepsie partielle continue ou des manifestations cliniques subtiles comme une déviation oculaire, une aphasie, une myopie. Donc, il ne faut pas hésiter à traiter ces décharges électriques parce qu'elles témoignent de crises non convulsif ou état de mal non convulsif. C'est et surtout, ce qui est important dans les unités de soins infantifs, c'est que chez les patients présentant une altération mentale, les LPD peuvent être critiques. Et aussi, on sait bien que les LPD ou des charges électriques latéralisées et les symptômes cliniques s'améliorent avec les anticonvulsants. Il n'y a pas de données concernant les patients présentant en ICU, présentant ces décharges électriques. Cependant, on insiste sur le fait que la neuroimagerie, l'IRM et le CT scan, ou l'un ou l'autre, doit être réalisé chez tous les patients atteints de
décharge électrique latéralisée pour ne pas passer à côté d'une atteinte cérébrale. Les troubles métaboliques réversibles doivent être traités aussi, parce que ça peut être la manifestation d'un état, d'une maladie métabolique. Et la surveillance EIG prolongée pendant 24 heures est absolument recommandée. La plupart des patients d'ailleurs atteints de HALPD doivent être traités. Il n'y a pas de données quant à la poursuite des anticonvulsants après l'hospitalisation. Voici un autre type de décharge qu'on rencontre très souvent dans ICU, sont les patients hospitalisés aux unités de soins intensifs, surtout après un arrêt cardiaque. Vous voyez comme ce sont des décharges absolument rythmiques, périodiques et qui touchent les deux hémisphères, aussi bien le droit que le gauche. Et l'enregistrement peut rester comme ça pendant des heures. Voici un autre EIG d'un homme de 75 ans avec une encéphalopathie hypoxique anoxique après un arrêt cardiaque. Et comme vous voyez, ces décharges électriques sont symétriques, elles sont un peu à prédominance antérieure, mais elles peuvent être aussi à prédominance postérieure, mais elles sont très, comment vais-je dire, elles sont absolument rythmiques et égales à elles-mêmes, sans aucune fluctuation. Si vous voyez un patient comme ça pendant des heures avec un EIG, ce n'est pas la peine de le traiter parce que ces décharges reviennent et elles ne témoignent de rien parce qu'elles ne fluctuent pas et elles n'ont pas de changement de fréquence, de changement de morphologie et surtout, elles ne s'étendent pas. Voici d'autres décharges périodiques généralisées qui sont comme les précédentes. Voici d'autres décharges généralisées à prédominance antérieure aussi, ressemblant à des plus ou moins aigus, ressemblant à des pointes ondes et qui se reproduisent pareillement à travers tout le tracé. Alors, quelles sont les caractéristiques des décharges électriques généralisées? Ce sont des décharges symétriques, bihémisphériques, répétitives, à morphologie régulière. La prédominance est frontale, souvent, mais elle peut être occipitale. Elles sont périodiques, avec la même morphologie, et l'intervalle inter-décharge est régulier, comme nous venons de le voir. Le tracé de fond pendant les décharges électriques généralisées, c'est un ralentissement de la fréquence delta ou θ, ou alors suppression de fond de l'activité corticale. Elles peuvent, quelque chose de très important, c'est que chez le même patient, elles peuvent coexister avec les décharges électriques latéralisées et les décharges généralisées, mais indépendantes, qui surviennent au niveau des deux hémisphères, mais séparément. La majorité des patients atteints de décharges électriques généralisées sont dans le coma, plus de 55%. Là où commence la surveillance EIG, bien sûr. Les étiologies des décharges électriques généralisées, c'est un peu les mêmes étiologies que les décharges électriques latéralisées, mais avec un peu plus de médicaments, de iatrogènes. Les générales périodiques actuellement observées dans 5 à 10% des EIG, elles sont décrites dans les encéphalopathies, surtout hypoxiques et anoxiques, les AVC, la septicémie, les traumas crâniens, l'encéphalopathie hépatique, urémique, rénale, hypernatrémie, dans toutes les hypoglycémies, hypothyroïdies, mais aussi dans le Creutzfeldt-Jakob, l'Alzheimer, et surtout médicamenteuses,
décrites dans les intoxications par le barbiturique, les benzodiazépines, le sévrage du propofol, phénicycline, le baclofène, lithium, même la cyclosporine. Et donc, quel est le rapport entre les décharges généralisées et les crises épileptiques? Évidemment, elles sont associées aux crises. Les crises non convulsives chez 27% des patients présentant des décharges généralisées. Ou alors, un état de mal a été reporté, un état de mal non convulsif chez 22% des patients présentant des décharges généralisées. Les GPD avec un plus, une morphologie plus nette ou une fréquence accrue augmentent la possibilité de crise sur l'EEG. Évidemment qu'elles peuvent refléter un rythme clinique. L'état de mal non convulsif induit par les céphalosporines peut se manifester par des GPD à morphologie triphasique. Nous allons voir ça. Les décharges électriques donc périodiques généralisées sont associées à peuvent être associées à des myoclonies verrouillées dans le temps. Les décharges électriques généralisées répondent aussi, et surtout ceux à morphologie triphasique, répondent aux benzodiazépines. Voici donc une diapositive qui montre un peu la relation entre les décharges électriques généralisées et les crises, que ce soit des crises épileptiques convulsives ou non convulsives. Ce qui est important, c'est que les décharges électriques ces décharges électriques généralisées sont fortement associées aux crises non convulsives et états de mal non épileptiques. Si vous regardez le deuxième panneau là, le deuxième ligne, vous verrez que les GPD, les décharges électriques, sont représentés en vert et les autres en gris plus ou moins pour les contrôles. Et vous voyez que les patients qui présentent des décharges électriques généralisées présentent beaucoup de crises non convulsives et même des crises convulsives aussi. Et dans les premiers 24 heures, ce sont les patients qui présentent des décharges épileptiques généralisées qui présentent le plus de crises. Donc, ils sont les décharges périodiques ou généralisées sont fortement associées aux crises non convulsives et évidemment à l'état de mal non convulsif. Ceci représente un autre modèle de crise périodique généralisée avec associé à une fréquence rapide, donc plus d'épilepsie avec ce genre de décharge généralisée. Voici des décharges généralisées assez rapides, probablement à plus de 1 par seconde, mais aussi qui ont une allure clairement triphasique. Vous voyez, toutes les ondes sont des ondes triphasiques avec une onde négative, une assez grande onde positive et ensuite négative. Donc négatif, positif, négatif. Donc ce sont des ondes triphasiques et qui constituent donc la substance même de ces ondes généralisées. Voilà, donc ce sont des décharges périodiques généralisées à morphologie triphasique. Quel est le rapport de ces ondes à morphologie donc triphasique et les crises épileptiques? Donc les GPD, les ondes généralisées
triphasiques, donc, sont associés à une encéphalopathie métabolique toxique, faible association avec les convulsions, ou alors les ondes triphasiques sont-ils un schéma rare d'un état de mal épileptique non convulsif? Mais on sait, ça, ce sont des suppositions. L'amélioration, on sait qu'il y a une amélioration de l'EEG et de la clinique avec les benzodiazépines chez des patients présentant des EEG avec des charges périodiques généralisées et des ondes triphasiques. Et ceci est compatible avec le diagnostic d'état de mal non convulsif. Les benzodiazépines aussi suppriment les décharges électriques généralisées avec des ondes triphasiques sans amélioration clinique. Ceci se passe chez des patients très comateux qui n'ont pas d'amélioration clinique, mais dont l'EEG s'améliore d'une manière dramatique. Donc, on parle ici d'un possible état de mal non convulsif chez un comateux. C'est aussi les patients avec des décharges électriques généralisées et des ondes triphasiques sont susceptibles de développer des crises par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et ceci constitue à peu près à 25% des patients. Et aussi, ce qui est important, c'est que les patients avec des décharges électriques généralisées et des ondes triphasiques sont moins susceptibles de souffrir d'encéphalopathie toxique métabolique que ceux sans ondes triphasiques, ceux qui invalident les suppositions qu'on a eues au début. Voilà. Ceci est important. Un décalage de phase antérieure à postérieure se produit avec de nombreuses ondes triphasiques ne présentant pas d'état de mal non convulsif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous avez un décalage de phase entre les ondes triphasiques de l'antérieur à partir de antérieur à postérieur, ceci est probablement contre la présence d'un état de mal non convulsif ou de crise non convulsive. Voici donc un EEG qui montre des décharges périodiques généralisées à morphologie triphasique avec ces décharges triphasiques généralisées sont fluctuantes parce qu'elles changent d'amplitude, comme vous pouvez le voir ici, et surtout, elles changent de fréquence. Donc, un essai de lorazépam à 4 mg AIV est le bienvenu, et vous allez voir ce que ça donne. Ça donne une complète amélioration EEG, mais pas de clinique, parce que le patient était comateux et l'EEG s'est amélioré, mais pas le clinique, mais pas l'état clinique du patient. Donc, ceci est aussi un possible état de mal non épileptique chez un patient comateux. Quel est le pronostic des patients présentant donc des charges périodiques généralisées? La mortalité est élevée puisqu'elle atteint de 34 à 45%, 47%, presque 50% des patients. Les facteurs de mauvais pronostic chez les patients présentant des GPD incluent le coma, la septicémie, l'encéphalopathie toxique anoxique et le développement d'un état de mal non convulsif. Peu de patients atteints d'encéphalopathie anoxique et périodique et présentant donc des décharges périodiques généralisées reprennent conscience. Pardon. Voici un autre modèle ou un autre profil EEG qu'on rencontre assez souvent chez les patients hospitalisés aux soins intensifs auxquels on fait des EEG. C'est un patient ici de 68 ans
avec altération de l'état de conscience, bien sûr, et il n'a pas de mouvements anormaux. Mais ce que vous voyez là avec moi, c'est un EEG. Évidemment, en bleu, c'est à gauche et en rouge, c'est à droite. Évidemment, ce que vous voyez là, c'est un EEG qui est lent, ralentissement, mais il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a un run d'activité à 4 probablement par seconde. Oui, par seconde, ça fait à peu près onde delta et qui est localisé plus postérieurement dans l'hémisphère droit. Qu'est-ce qui... Voici. Voici le. Donc, c'est le même. C'est une. On appelle ça une activité delta rythmique latéralisée. Donc, ceci est la même chose. Donc, c'est une activité delta rythmique latéralisée. Est-ce qu'elle est épileptique, épileptogène ou pas? On va voir ça. Ici, l'activité delta rythmique latéralisée en évolution. Vous la voyez très, très bien en évolution, puisque elle change de fréquence fréquemment, évidemment. Elle passe elle est localisée au niveau de l'hémisphère gauche, pas de l'hémisphère droit, et donc elle est latéralisée. Elle commence à 4 par seconde, une fréquence de 4, ensuite 3 par seconde, à 2,5, et si vous allez plus loin, elle est à 2 par seconde. Donc, il y a une fluctuation, un ralentissement, une évolution. Donc, et ceci peut engendrer une crise convulsive ou non convulsive, ou même un état de mal. Et donc, quand vous voyez ceci, il faut immédiatement traiter. Voici, par exemple, une activité delta rythmique latéralisée à gauche, c'est la même chose, à gauche, donc, mais avec des pointes surajoutées qui sont désignées ici par des flèches, et ce aggrave le cas du patient qu'il faut assez rapidement traiter parce que ceci n'est pas très favorable. Voici une activité delta rythmique généralisée, ici, qui est assez importante. Vous voyez qu'il y a des ondes delta généralisées, mais ces ondes delta, à un moment, elles vont changer, fluctuent et se présentent comme des ondes triphasiques. Donc, elles changent complètement de morphologie. Étant des ondes delta ouvertes, elles sont ici triphasiques vers la fin du tracé. Et donc, ceci aussi est évolutif et donc il faut probablement traiter ces patients. Le dernier point dont je vais parler, ce sont les cirpides. Ce sont des décharges qui sont induites par un stimuli, en général le frottement du sternum chez des patients qui sont pratiquement inconscients, et cela produit des décharges rythmiques périodiques ou des charges critiques, comme c'est le cas ici. Vous voyez qu'à droite, à gauche, il n'y en a pas, mais à droite, vous avez des décharges pratiquement avec des pointes ondes qui sont un peu plus antérieures que postérieures, mais ce sont des décharges qui durent quand même quelques secondes. On ne sait pas grand-chose à propos de ces cirpides, mais elles sont là, elles existent chez les patients au ICU. Voici les dernières, je crois, les décharges très importantes, ceci aussi, qui sont fortement associées à des crises non convulsives et états de mal non convulsifs dans les ICU. Ce sont les décharges périodiques indépendantes bilatérales. Comme vous pouvez le voir, les flèches noires ici indiquent évidemment des pointes ondes ou des sharp waves, si vous voulez, de l'hémisphère gauche, mais qu'il n'y a pas sur l'hémisphère droit. Et sur l'hémisphère droit, vous avez d'autres ondes, d'autres pointes qui sont synchrones, mais qui n'appartiennent pas à l'autre hémisphère. Donc, ce sont des ondes
des charges indépendantes de deux hémisphères. Et ceux-ci sont, comme je vous l'ai dit, ils sont très associés à l'état de mal non convulsif. On va passer de quelque chose d'excessivement important pour comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau au moment et dans les ICU. C'est l'ictal interictal continuum ou critique, l'état critique intercritique continuum. Donc, il n'y a pas de consensus sur la définition de cet ictal interictal continuum. Il s'agit il est décrit comme un état physiologique et dynamique dans lequel des processus neurobiologiques instables et la coexistence de troubles métaboliques aigus contribuent ou non à l'apparition de crises convulsives ou non convulsives. Mais ce qui est important, c'est ceci. Le continuum critique intercritique comprend les rythmes périodiques que je viens de vous décrire, donc les décharges périodiques latéralisées, les décharges périodiques généralisées, les décharges indépendantes, périodiques indépendantes, là, les décharges, les décharges delta latéralisées et bien sûr les décharges delta général. Ils comprennent donc le continuum comprend des rythmes périodiques d'une fréquence à 1 à 2,5 sans évolution spatio-temporelle et sans manifestation clinique. Donc, le continuum comprend des rythmes périodiques que j'ai décrits plus haut et qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, qui peuvent changer de fréquence, augmenter ou diminuer de fréquence et induire des crises d'épilepsie, des crises d'épilepsie donc non convulsives ou convulsives, et aussi donc le continuum comprend des rythmes périodiques d'une fréquence juste de 1 à 2,5 qui peuvent rester statiques comme ça sans induire quoi que ce soit. Donc, les modèles EIG de cet ictal interictal continuum rythmique sont classés comme suit. Donc, elles sont intercritiques. Ces modèles sont intercritiques lorsqu'ils manifestent une fréquence de 1 Hz, donc qui ne peuvent pas causer de mal ni induire des crises épileptiques. Et les crises non convulsives et l'état de mal, lorsqu'ils présentent une fréquence de plus de 2,5 à 3 et montre une évolution spatio-temporelle. Donc, ceci est très important à retenir. Donc, cet interictal continuum contient plusieurs modèles. Donc, les intercritiques, lorsqu'ils manifestent une fréquence inférieure à 1 Hz, des crises non convulsives et l'état de mal, lorsqu'ils présentent une fréquence supérieure à 2,5, l'ictal interictal continuum comprend également des motifs rythmiques périodiques avec une fréquence de 1 à 2,5 sans évolution spatio-temporelle et donc sans corrélation clinique. Disons qu'elles sont inoffensives. Comment traiter les patients présentant de telles caractéristiques de manière agressive ou non? Ceci est encore un point d'interrogation. Cependant, si la crise latéralisée ou la crise généralisée ou la crise indépendante est accompagnée de mouvements anormaux ou alors d'autres symptômes comme une aphasie, une méanopsie, donc un essai clinique avec une benzodiazépine comme le lorazépam ou diazépam peut être entrepris, élaboration clinique et l'EEG surveillé. Voici donc schématiquement représenté cet interictal continuum. Voilà donc en bas, les abscisses, vous avez les fréquences inférieures à 1 Hz et supérieures à 3 Hz. Au milieu, donc, vous avez les décharges latéralisées, les décharges périodiques généralisées, les décharges indépendantes, généralisées mais indépendantes, et les deltas latéralisés aussi, et les sirpides. Donc, qui peuvent évoluer de la fréquence inférieure vers une fréquence supérieure et induire ou bien un état de mal
épileptique, un état donc un état donc convulsif, un état non convulsif ou des crises non convulsives. Voilà, donc on appelle ceci l'état interictal, ceci le continuum où les choses peuvent changer, et un état ictal. Ceci est la même chose, montrant que avec les ondes, qu'elles soient latéralisées, généralisées ou périodiques, et évidemment des crises épileptiques, qu'il y a donc une augmentation, une diminution de l'oxygénation du tissu cérébral et une crise métabolique suggérant une lésion cérébrale secondaire. Alors, quelles sont les crises, le risque de crise électrographique associé avec l'ictal interictal continuum? Eh bien, évidemment, c'est un risque accru de crise EEG associé au modèle. La morphologie, la durée et fréquence des schémas ictal interictal continuum, elle est hautement prédictive du risque de convulsion. Les incidences des crises EEG chez un patient gravement malade sont de 45 à au moins 45 à 95 à 95% chez les patients présentant des crises latéralisées, donc des profils ou des modèles d'ondes latéralisées, des décharges latéralisées, de 43 à 80% des patients atteints de décharges bilatérales indépendantes, de 11 à 89% chez les patients atteints de décharges généralisées, de 35 à 63% chez les patients atteints de delta latéralisé, et de 10% des patients atteints de delta généralisé. Le risque, comme je vous l'ai dit, est élevé avec les modèles de l'ictal interictal continuum, et les caractéristiques plus comme la décharge latéralisée plus des rythmiques, une activité rythmique, ou des décharges latéralisées et une fast activité, donc une activité rapide. Le risque est moindre avec des morphologies de décharges latéralisées ou de décharges généralisées, mais avec des ondes émoussées, pas pointues. Alors, on a aussi établi des scores pour savoir si le patient va avoir des crises d'épilepsie ou pas. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, si les risques facteurs et le score ici, si vous avez une fréquence dans un EEG chez un patient hospitalisé, évidemment, si vous avez une fréquence supérieure de Hertz, elle score 1 point. Si vous avez des charges indépendantes sporadiques, des épileptiformes décharges, c'est 1 point. Si vous avez des décharges latéralisées, des décharges indépendantes ou des décharges donc de delta latéralisées, vous avez 1 point en plus. Si vous avez des plus features, comme par exemple rythmique ou rapide ou aigu pointu, vous avez un autre point. Et vous avez des antécédents d'épilepsie, vous avez encore un autre point. Et si vous avez d'autres décharges, qu'on appelle les BERT, que je n'ai pas décrites ici, vous avez 2 points. Et vous avez un score total ici, et le risque d'épilepsie ou le risque de crise augmente avec les points, évidemment, et il peut, avec 6 points, vous allez jusqu'à 95%. Ah ben, oui, pardon. Les modèles ictal, interictal, continuum sont des modèles potentiellement critiques.
parce que l'apparition simultanée des décharges latéralisées et des symptômes moteurs. Les décharges latéralisées sont localisées dans des lésions du cortex moteur et sont considérées comme critiques. Lorsque les RPD sont en corrélation avec des symptômes cliniques négatifs, tels que l'aphasie, l'amnésie, l'apraxie et la cécité corticale. Donc, il y a des manifestations cliniques, il y a des symptômes. Donc, ce n'est pas ce n'est pas des décharges inoffensives. Elles causent certainement une crise d'épilepsie. Les modèles de l'ictale intellectuelle associés, elles sont associées à une diffusion restreinte lors de l'hémorragie en diffusion, à une augmentation du flux cérébral régional lors de la perfusion par tomodensitométrie ou à l'imagerie spectre. Donc tout ça met en cause ces décharges et prouve qu'elles ne sont pas si inoffensives que ça. L'EEG, en même temps, l'EEG intracrânien et l'enregistrement simultané de l'EEG de surface a démontré que chez pratiquement 20% des crises intracrâniennes sont détectées en profondeur. Elles sont associées à des modèles EEG enregistrés à la surface. Donc, une crise qui peut donc des pointes ondes à la surface peuvent se traduire par des décharges généralisées ou des décharges latéralisées en profondeur. Quel est le risque d'épilepsie chez les patients présentant des profils ictal, interictal continuum? Dans l'ensemble, 10 à 60% des patients présentant des décharges latéralisées développent une épilepsie chronique après leur sortie de l'hôpital. C'est quand même beaucoup, 10 à 60%. Deuxièmement, les patients atteints de décharges latéralisées ont un risque relatif de 7,7 de développer une épilepsie par rapport à ceux sans décharges latéralisées. La présence de décharges latéralisées et autres dans les traumatismes crâniens aigus est fortement associée à l'épilepsie post-traumatique. Ceci est un point important. Chez les patients ayant subi un AVC ischémique, la présence de décharges latéralisées et de décharges épileptiformes est associée à un risque élevé d'épilepsie vasculaire. Donc, comment traiter ces patients présentant de tels modèles EEG? La première étape, comme je viens de vous le montrer, consiste à différencier les crises non convulsives des autres modèles ictal, interictal continuum. Les décharges périodiques et les schémas rythmiques, qu'ils soient latéralisés ou qu'ils soient généralisés, d'une fréquence supérieure à 2,5 Hz, est associé à une évolution spatio-temporelle et à des accompagnements subtils cliniques critiques sont classés comme des crises EEG et doivent être traités en conséquence. Donc, tout dépend de la fréquence, de la morphologie et de la volatilité, si vous voulez, de ces fréquences. Si elles changent, si elles évoluent, si elles fluctuent. Donc, il faut les traiter avant qu'elle ne se transforme en crise non convulsive en état de mal. Il faut aussi atténuer le risque de crise associé au modèle ictal, interictal EEG. La plupart de ces modèles sont fortement associés à un risque accru de crise, en particulier sur la fréquence est supérieure à 2,5 Hz et sont associés à des paramètres plus. Les patients présentant des profils EEG doivent être suivis. EEG continue à la recherche de crises non convulsives et d'états de mal non convulsifs. Un traitement prophylactique avec un anticonvulsivant non sédatif comme le levetiracetam, lacosamide, peut être envisagé éventuellement pour essayer d'éviter des crises. L'objectif thérapeutique de la prophylaxie est d'empêcher les modèles de l'ictal, interictal continuum d'évoluer vers des crises convulsives et de ne pas supprimer les modèles. Parce que, en général,
on ne peut pas les supprimer. S'ils sont statiques, sans évolution, comme les décharges périodiques généralisées ou même les décharges périodiques latéralisées, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez faire un essai thérapeutique avec du lorazépam ou du diazépam, mais elles reviennent. Elles peuvent disparaître pour quelque temps, mais elles reviennent après 2 ou 3 jours. Donc, quel est le message? Donc, la première étape consiste donc à différencier les modèles trouvés dans le continuum ictal-interne des crises et du mal et de l'état de mal. Et ensuite, il faut s'appuyer sur les critères de Salzburg et de l'American American Society of Clinical Neurophysiology, qui sont largement adoptés et sont utilisés pour extraire les crises non convulsives et d'état de mal non convulsif de l'ictal interictal continuum et les identifier et les traiter. Voilà à peu près ce que dit les critères de consensus de Salzbourg pour l'état de mal non convulsif. Donc, c'est à peu près la même chose. Ce sont des décharges épileptiformes supérieures à 2,5 Hz ou alors des décharges épileptiformes de moins de 2,5 Hz avec des fluctuations et des activités rythmiques, celles qu'on vient de voir, qui sont supérieures à 0,5 ou avec fluctuation ou sans fluctuation. Et ceci est le rapport, ou si vous voulez, le résumé de la Société américaine de neurophysiologie clinique avec les critères EEG pour l'évolution des charges électriques. Donc, il parle surtout du changement de fréquence, de voltage. Il faut qu'elle soit évolutive. La fréquence, ceci est définie comme deux changements consécutifs dans la même direction d'au moins 0,5 par seconde, etc. Donc, voilà, je termine mon talk sur cette slide et je vous remercie infiniment pour votre attention et je suis prêt à répondre si vous avez des questions. D'accord. Merci beaucoup, professeur Bellélois. Donc, c'était très, très, très intéressant. Je pense que les collègues ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, nous tenons à vous remercier et à remercier également la Ligue internationale de nous permettre ces échanges. Et avant de passer aux questions, je voulais remercier l'auditoire qui a suivi avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de nos maîtres, il y a beaucoup de nos collègues, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, que ce soit de l'Afrique centrale et un peu partout. Donc, nous voulons les remercier sincèrement. Et comme je l'avais dit au début de mes propos, c'est vraiment un cadre qu'on doit beaucoup supporter, et le webinaire en français. Donc, nous encourageons vraiment nos maîtres avec les collègues de diffuser l'information avec les résidents pour que de plus en plus nous soyons nombreux à participer à ces webinaires pour qu'on puisse demander, faire un plaidoyer au niveau de la Ligue internationale de nous augmenter ces cadres d'échange qui sont très importants. Le deuxième message que je voulais passer, c'est d'appeler, j'ai vu dans l'auditoire, il y a beaucoup de nos maîtres, il y a beaucoup de nos collègues, donc n'hésitez pas si vous voulez contribuer, parce que c'est un sujet qui est très, très intéressant, c'est beaucoup de nos pratiques quotidiennes, donc vraiment, il y a beaucoup de chers maîtres dans l'auditoire, donc vraiment, si vous voulez apporter, partager votre expérience, donc c'est la bienvenue. Pour la première question, il y a Julien qui demande, docteur Julien, d'après vous, devant les latérales périodiques de charge, sans signe clinique de crise, faut-il donc commencer un antiépileptique car on ne traite pas un EEG, mais on traite un patient? Donc, il y a notre collègue, docteur Julien, qui demande.
Oui, donc la réponse à cette question est un peu compliquée. Premièrement, si vous avez un patient qui a des décharges électriques latéralisées, donc c'est ça la question. Faut-il les traiter ou pas? Voilà. On les traite si on voit sur le EEG qu'il y a une évolution de ces décharges. Il ne faut pas qu'elles soient statiques, qu'elles se répètent de la même manière pendant, je ne sais pas moi, 5 ou 10 minutes. Non, il faut qu'il y ait une évolution. S'il n'y a pas, il faut qu'il y ait une évolution, ça veut dire une fluctuation, je veux dire par évolution, un changement de fréquence, ceci est très important, un changement de voltage et un changement de position, aussi de morphologie aussi. Mais voilà, dans ce cas, il faut les traiter. Si vous avez, dans le deuxième cas, il faut les traiter si ces décharges sont accompagnées par des mouvements anormaux ou par de petites myoclonies de la face, ceci, ou alors des mouvements oculaires anormaux, ceci peut indiquer des crises non convulsives ou un état de mal. Ça dépend aussi de l'état du patient, s'il est éveillé ou s'il est comateux. Donc, on les traite dans deux cas. Si elles sont fluctuantes, elles changent de morphologie, de fréquence et d'emplacement. Et deuxièmement, on les traite si elles sont accompagnées de mouvements anormaux, que ce soit contralatéral ou de la face, parce que l'état de mal non convulsif et les crises non convulsives sont très discrètes et elles s'accompagnent juste de petites myoclonies. Alors, voilà, vous pouvez les traiter dans ce cas. Dans le troisième cas où elles sont statiques, vous pouvez les traiter, mais ça ne donnera rien. Elles reviendront au bout de 2 ou 3 jours. Oui. Voilà, j'espère que j'ai répondu Merci. à la question. Oui, merci. Et il y a notre collègue Loubna qui pose la question. Je ne sais pas, est-ce que Loubna peut poser directement la question comme c'est séquencé? Elle parle d'un patient de 72 ans qui présente un état confusionnel avec mutisme par moment. Et à l'imagerie, on a découvert qu'il a un ligrome frontal avec hématome sous-dural. Et à l'EEG, il a des bleds au niveau frontal. Donc, elle demande est-ce qu'il faut traiter et quel choix thérapeutique il faut faire. Si notre collègue Loubna peut poser directement aussi la question, ça serait bien pour donner plus d'informations pour que ça soit interactif. Ouais. Pour le moment, voilà ce qui a posé comme problème. Donc, c'est un patient de 12 ans qui présente un état confusionnel avec un mutisme par moment. À l'imagerie, on trouve un hygrome au niveau frontal avec un hématome sous-dural. Et à l'EEG, il a des bleds. Donc, elle demande est-ce qu'il faut traiter? Si oui, quel choix thérapeutique? Ouais. Eh ben, l'état de mal non convulsif, aussi le mutisme a été décrit. Il a été décrit aussi chez un état de mal non convulsif et des crises non convulsives peut se traduire par des mutismes, absolument. Je crois que l'EEG montre des spikes, je pense. Hein, il montre des pointes ondes frontales. C'est ce que j'ai compris. C'est bien ça. Donc, oui, dans ce Oui. cas, je crois que c'est une priorité. Il faut le traiter, oui. Ça peut être des crises non convulsives. Et oui, absolument. Et l'hématome suddural aussi, il faut consulter le neurochirurgien, probablement. Non, je crois que l'hématome suddural est cause de crises non convulsives et d'état de mal aussi. Oui. Et quel choix thérapeutique vous allez proposer? Votre choix va porter sur quelle molécule dans ces cas? Ah ben, moi, dans ce cas, je préférerais quelque chose qui ne veut pas induire plus de mal chez ce patient et pour ne pas induire un peu plus l'état de conscience, l'acozamide, il est bon
à 200 milligrammes, à 200 milligrammes par jour, c'est bon. Ça, mais il faut commencer doucement parce que ça donne des céphalées. Ou alors le Keppra est très bon. Le Keppra peut être donné assez rapidement et il n'y a pas de, on ne donne pas une thérapie donc progressive. Vous pouvez commencer le Keppra avec 500 milligrammes 2 fois par jour, avec 1000 milligrammes, etc. Voilà, moi je pense à ça, à ces deux-là. Avant, mais il y a beaucoup d'autres choses. Oui. Mais le Keppra ou l'acozamide sont très bons, s'ils sont disponibles, évidemment. Oui. Oui. Voilà. Merci, professeur. Et elle continue toujours, Loublin, elle pose la question, est-ce que les bleds sont toujours lésionnels, quelle que soit la cause? Répétez, je n'ai pas compris la question, quelle que soit la cause. Est-ce que les bleds Ah, les plaies sont toujours quoi? lésionnels? Non, non, pas nécessairement. Les plaies sont jusqu'à 25 à 30% sans aucune cause. Mais les autres, 70 à 75% ont des causes. En général, ce sont des causes structurelles ou métaboliques. Oui. Un dérangement métabolique peut induire des plaies. Et ça, c'est bien connu. Mais aussi un accident ischémique transitoire ou plutôt un accident vasculaire peut induire fréquemment des plaies. Oui. Les plaies, ce sont évidemment, c'est ça dont on a parlé. Ce sont les décharges rythmiques latéralisées qui frappent un seul hémisphère. Oui. Mais dans 25%, mais c'est rare, hein, dans 25%, il n'y a aucune lésion. On ne trouve aucune lésion. D'accord, merci, professeur. Il y a notre collègue Christelle qui demande, elle dit, pourriez-vous décrire les autres caractéristiques post-traumatiques à l'exception du rythme de volée? Pourriez-vous décrire les autres caractéristiques post-traumatiques à l'exception du rythme de volée? Je n'ai pas bien saisi la question. Décrire les caractéristiques post-traumatiques de quoi? Probablement, elle veut dire de léger. Les caractéristiques post-traumatiques. Ah ouais, De non. léger, à l'exception du rythme de volée. Donc, c'est un peu bateau, je trouve. Non, moi je crois que ce qui est bien connu dans les accidents visculaires cérébraux et dans les traumas crâniens, il y a si la personne a présenté durant son hospitalisation des plaies, comme vous voudrez, donc des charges latéralisées, il y a de fortes chances, et ça va jusqu'à 40%. C'est de fortes chances qu'elle fasse une épilepsie ou des crises aiguës. Ça, c'est bien connu. La présence, on a comparé donc, dans des études, on a comparé les gens qui ont été hospitalisés dans les soins intensifs et qui n'avaient pas présenté, les deux ont eu des EG continus, donc d'enregistrement continu. Et les gens qui n'ont pas présenté de latéral périodique discharge, donc les périodiques latéralisés, et des gens qui en ont présenté, on a trouvé, et on les a suivis, on a trouvé que les gens qui ont présenté des décharges périodiques latéralisées avaient plus de chances de développer une épilepsie ou des crises au moins, des crises d'épilepsie. Oui. Merci. Je ne trouve plus de questions. Je rappelle toujours à nos collègues, avec nos chers maîtres, s'ils veulent partager leur expérience. Moi, j'ai une question, professeur, Oui. en attendant la réaction de nos maîtres et collègues. Et dans votre expérience, comment se présente un peu en termes de fréquence? Parce que souvent, l'EEG en réanimation, c'est surtout, on nous parle de, c'est surtout les principales indications, c'est les états de mal convulsivants, non convulsivants. Et souvent aussi, pour les réanimateurs, ils utilisent beaucoup la neuromonitoring. Je ne sais pas, vous, quel est votre quotidien et quelles sont les pathologies les plus fréquentes auxquelles vous faites face dans votre pratique quotidienne? Ah oui. On fait
face à toutes les, pratiquement beaucoup de pathologies. Mais ce qui est extrêmement important, c'est l'altération du niveau de conscience. L'altération donc de niveau de conscience chez un patient hospitalisé aux unités de soins intensifs. Si vous voyez que le patient change et qu'il va vers qu'il est obtendu ou comateux ou même avec une légère altération de la conscience, donc je crois que l'enregistrement EEG est nécessaire. Il doit commencer dans le ICU. C'est très important. Les pathologies, ça, c'est fréquemment l'anoxie, ischémie cérébrale, les accidents vasculaires cérébraux, les septicémies ou alors les perturbations métaboliques. Voilà les grands schémas. Aussi, ce qui est extrêmement important et qu'on oublie des fois et qu'on oublie souvent, c'est qu'une crise convulsive mal traitée ou insuffisamment traitée peut induire plus tard, après quelques heures, après une journée, après 2 jours, elle peut induire des crises, d'un état de mal convulsif, non convulsif, ou alors des crises non convulsives. Il faut suivre, c'est-à-dire qu'un patient qui fait une crise tonico-clonique et qui est dans le coma et qui se réveille, il faut qu'il se réveille bien, une fois pour toutes. S'il a des altérations de conscience, il faut suivre ce patient pendant longtemps parce il peut être sujet à des crises non convulsives ou à un état de mal non convulsif. C'est 20% des patients non traités ou mal traités des crises convulsives généralisées mal traitées font des crises non convulsives et des crises et un état de mal non convulsif. Oui. Et il y a docteur Christel qui demande le pattern EEG dans le cas des épilepsies post-traumatiques. Oui. Donc, pattern EEG dans le cas des épilepsies post-traumatiques. C'est-à-dire, comment est l'EEG dans les lésions post-traumatiques ou quoi? Oui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plus les triphasiques ou bien les circades ou bien les biplètes. Qu'est-ce qui est plus fréquent? En général, les triphasiques n'arrivent pas. Les triphasiques, les GIG triphasiques, donc Generalized des charges électriques généralisées avec ondes triphasiques, c'est surtout dans les médicaments, ils sont souvent iatrogènes, et c'est surtout dans les maladies métaboliques, mais aussi dans les accidents vasculaires cérébraux, un peu, et dans les anoxies cérébrales. Mais moins. Donc, les post-traumatiques, on trouve surtout des pointes ondes généralisées ou alors des PLETs, des ondes latéralisées, parfois des ondes donc, généralisées mais indépendantes. Ouais. Mais ce n'est pas très typique. Les généralisés avec des ondes triphasiques, pas très typique d'un EEG post-traumatique. Ouais. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ça va? Très bien. Je ne vois pas la réaction de maître ou bien de nos collègues qui sont nombreux, qui ne veulent pas partager leur expérience. Donc, mais nous sommes très honorés et je pense que ça va continuer toujours ainsi pour que de plus en plus qu'on ait des plages pour partager ces expériences avec nos maîtres et toute la communauté scientifique. Donc, s'il n'y a plus de questions, donc il y a juste deux informations. Il y a un certificat à la fin de ce webinaire. Vous pouvez scanner
au niveau de, vous pouvez scanner au niveau de votre téléphone ici pour scanner pour avoir votre certificat. Et la deuxième information, c'est au niveau de la base de données. Donc, s'il vous plaît, la diapo précédente, voilà. Donc, il y a la base de données pour les. Voilà. Please, before, first diapo précédente. Yes. Donc, il y a ça, Global Epilepsy Project Database. Donc, c'est une base de données des projets qui se font dans le domaine de l'épileptologie. Donc, tous ceux qui ont des projets peuvent renseigner cette base de données. C'est quoi l'objectif? C'est de recenser en tout cas tout ce qui se fait en matière d'épileptologie dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, pour que les sociétés savantes puissent avoir à programmer comment va se faire les actions. Et ça permet aussi de rencontrer d'autres chercheurs avec lesquels on peut partager des protocoles. Donc, si vous voulez implémenter des protocoles chez vous, donc en allant sur ces bases de données, vous allez rencontrer d'autres chercheurs, d'autres collègues qui travaillent sur certains thèmes, donc vous pouvez échanger. Donc, c'est très important, ou bien c'est très utile en tout cas, de citer ces bases de données, de partager ce que nous faisons, et puis de rentrer en contact avec d'autres chercheurs pour faire des partages. Donc, voilà les informations que je voulais poser. Professeur, je ne sais pas, vous avez un dernier mot? Pardon? Professeur, vous avez un dernier mot? Non, je vous remercie infiniment pour l'invitation et pour l'audience, pour les questions, pour votre management, pour votre, bien sûr, votre, évidemment, votre participation et votre modération. Et je souhaite à tout le monde bonne chance et à la revoyure un jour. On se verra. J'espère qu'on se verra encore. D'accord. Merci, merci beaucoup, professeur, infiniment. C'était très intéressant et très clair. Mais merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Tous nos collègues de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, partout. Donc, merci à la Ligue internationale. Donc, sur ce, je pense que nous allons mettre fin au webinaire et ça sera à une prochaine fois. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci beaucoup, monsieur Djibril. Merci. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Merci. Ciao.